Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour ce 29e épisode. Cette fois-ci, on reçoit Jonathan Alves. Je suis très heureux de cet épisode-là parce que ça fait longtemps qu'on discute avec la personne que j'invite. Donc c'est un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Jonathan, Bonjour Elliot. tu vas bien? Très bien, très bien. Et finalement, on se voit. Oui, ça fait, pour ceux qui savent pas, enfin pour les gens qui nous écoutent, ça fait assez longtemps qu'on discute et on a enfin trouvé le temps. Donc c'est cool. Là actuellement, pour les gens qui te voient en vidéo, on voit qu'il fait beau, t'es où? Je suis au Portugal en ce moment. Enfin, je suis chez moi à Porto, on va dire, quand même. Donc, vacances. On va revenir, comme d'habitude, sur tes différentes expériences et sur ta formation aussi qui est intéressante et c'est pour ça que je voulais te recevoir dans le podcast. Mais tout d'abord, la question basique et classique du podcast. Toi, le football, il arrive comment dans ta vie? Bah, écoute, comme probablement beaucoup de jeunes garçons, quoi. Dans un premier temps, c'est une passion, si tu veux. Tu joues dans la rue comme tout le monde. Enfin, à l'époque, hein, même si maintenant ça se joue beaucoup moins. Mais à l'époque, du moins. Enfin, sans vouloir faire le vieux combattant, hein, mais c'était comme ça auparavant. Et puis de là, je rentre dans un club ici au Portugal. Enfin, un club de ma ville, quoi, on va dire. Et de là, j'enchaîne. Et puis le football s'installe dans ma vie, quoi, de manière un peu plus, on va dire, systématique et sérieuse. Même si quand t'es jeune, c'est plutôt porté vers le plaisir, tout simplement, c'est tout. Et justement, le coaching, il arrive quand et pourquoi toi, t'es attiré directement par le fait d'entraîner? Bah écoute, il a une influence. Déjà, j'ai toujours apprécié, on va dire, enfin, quand je dis toujours, je veux dire à partir d'un certain âge, vers la fin de l'adolescence, si tu veux, je regardais par exemple les entraînements de l'équipe senior à l'époque. Et bon, c'était pas très courant, on va dire, dans le milieu des jeunes, et je te parle d'il y a une vingtaine d'années, d'aller voir un entraînement d'une équipe de 3e division à l'époque. Et ça s'installe un peu comme ça. Je fais ma première saison en tant que senior, et à la fin de ma première saison de senior, elle se passe très bien, à un titre individuel et collectif. Et on me donne l'opportunité, on va dire, comme une espèce d'une récompense, si tu veux, Elliot. Une récompense pour la saison que j'ai fait, en fait, que j'ai abouti. Et donc, on me donne la possibilité d'entraîner des U16 à l'époque. Des U16. Et en fait, en même temps, j'ai étudié à l'université de Porto, que je pense peut-être que tu vas me poser cette question-là plus tard. Et donc, j'étudiais et puis j'ai commencé à entraîner aussi. Et là, quand il y a eu la fusion, en fait, entraîner, étudier, et puis c'était porté vers le football à l'université, bah de là, le coaching se fait dans ma vie, quoi. Bah justement, tu l'as parfaitement introduit. Tu vas étudier à Porto, si je me rappelle bien, c'est sur la méthodologie. En fait, je vais étudier les sciences du sport à Porto, à l'université de Porto. Et il faut savoir que là-bas, en fait, tu as la possibilité d'un moment donné, donc je pense que si je me souviens bien, c'est en 2e année. Je pense qu'en 2e année, enfin à l'époque du moins, parce que maintenant, je pense que le cadre a changé, mais tu pouvais choisir, on va dire, ta spécialisation. Et donc, ça pouvait partir dans différents domaines maintenant, dont un, c'était le football. Et donc là, oui, effectivement, je connais mon professeur, c'était le professeur Victor Frade, ouais, à l'époque, qui est donc le créateur d'une méthodologie qui est maintenant, à l'époque, elle n'était pas beaucoup connue. Enfin, au Portugal, elle était connue, mais je dis dans le monde du football en général, c'est la période tactique. Et donc, c'est lui qui l'a créé. Et oui, et de là, lui, il me stimule à vraiment apprécier le côté du coaching, quoi, vraiment. Pas que moi, je dirais même beaucoup d'entre nous, ouais, vraiment. Avoir du coup l'aspect où toi déjà tu t'intéressais au coaching et en même temps manier ça avec tes études, c'était le parfait mélange pour toi. C'était parfait. C'était parfait. Alors, à l'époque où je jouais encore, au tout début, je pense que c'était un peu compliqué parce que, si tu veux, on s'entraînait donc l'après-midi. Voilà, tu t'entraînes l'après-midi. Pendant toute la journée, tu avais été allé, on va dire, à l'université. De là, je devais rapidement revenir à l'entraînement, entraîner. Et puis après, j'attendais, on va dire, la fin d'après-midi, plutôt début de soirée. Puis de là, commencer les entraînements. Donc, c'était un enchaînement assez intensif. Que d'ailleurs, pour t'avouer, à un moment donné, quand j'arrive à la 3e année, c'est là où ça me fait changer, on va dire, un peu mon chemin, parce que j'ai choisi, effectivement, de ne plus jouer et de continuer tout simplement dans le coaching et dans les études, quoi.
Pour, Voilà. pour faire ce choix, tu as eu un déclic à un moment? Écoute, je pense que j'ai eu deux déclics. Premièrement, on va pas se cacher, c'était l'intensité de la chose. C'était très intensif, tout ça. Physique et mental. Surtout les premières années à Laval Université, c'était très solide. Et puis après, le deuxième déclic, qui est si important, c'était mon expérience avec les U16 à l'époque. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Et quand je te parle très bien, je te parle d'un point de vue d'expérience en général, humainement, pas forcément que la question des résultats, parce que t'es avec des U16 et on va dire t'es en formation, donc c'est pas que ça qui te pousse. Et donc l'expérience était très bonne d'une manière générale. Donc je me suis dit c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Toi, t'as une double culture, française et portugaise. Est-ce que avoir cette double culture et double vision, ça t'a permis de mieux comprendre le jeu que tu voulais mettre en place ou de mieux comprendre la manière d'entraîner? Et je vais te dire en toute sincérité, la double culture, ce qui a été vraiment très important dans ma carrière, Elliot, ça a été le fait, tu vas le voir en 2016 ou en 2015 plutôt, c'est exactement le fait d'avoir cette double culture qui me permet de connaître Alain Casanova. Ok. Donc je dirais que la double culture, elle a été décisive dans ma carrière, surtout à ce moment-là. Et c'est là où ma vie a basculé beaucoup. Donc je te dirais, au tout début, pour une question de jeu, je te dirais qu'elle a beaucoup été portée tout simplement vers le côté portugais-espagnol, si tu veux. Beaucoup. J'ai eu beaucoup d'influence de ce point de vue-là. Surtout à l'époque, quand je suis en train d'étudier, si tu veux, c'est le début de José Mourinho ici à Porto. Donc, tout se portait vers, on va dire, José Mourinho. Voilà. Et ce jeu à Porto et cette méthodologie, et même ce management, cette manière de... Donc, je dirais que mon influence est pas que la mienne, mais de l'époque, c'était beaucoup porté vers ça, vers José Mourinho, Portugal, beaucoup moins la France. Je n'avais pas, même si, je vais te dire, même si mon ambition était d'aller en Ligue 1. Pour moi, ça a toujours été mon championnat, si tu veux, pour être très direct avec toi. Dès le plus jeune âge, directement, tu voulais viser la Ligue 1, toi? C'est toujours été, je suis voilà, je suis quelqu'un qui regardait tous les matins 11h le dimanche téléfoot. Donc la Ligue 1 pour moi c'était mon objectif et c'est mon objectif, c'est mon championnat comme je l'ai dit. Ton parcours au Portugal, il va évoluer. Tu l'as dit, tu as commencé avec des U16. Tu vas petit à petit te différencier en allant dans différents clubs. Toi, comment tu choisis ou comment ça se fait que tu vas voyager au Portugal? Tu veux dire à l'intérieur de ce pays-là, comment je vais d'un club à un autre quoi en fait. Tout simplement question d'opportunité, Elliot. Et demande et opportunité, et en fonction de ça. Alors, au tout début, il faut avoir un peu on va le dire, il faut avoir un peu de chance où les choses se passent bien parce que faut savoir que quand tu es assistant, et j'avais, je pense, 22 ans à l'époque, en 21, quelque chose comme ça, quand je commence vraiment, 21 ans, 21, 22, faut que les choses se passent bien au tout début parce que à l'époque, être assistant principal à cet âge-là, ça n'existait pas. Maintenant, ça paraît banal. À l'époque, je pense que je l'ai été pendant quelques temps le plus jeune à niveau national, ou un des plus jeunes au moins, minimum des choses. Il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, il faut que les choses se passent très bien pour que tu gagnes la crédibilité. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là. Les 2-3 premières saisons, elles se passent très bien. Et de là, ça permet de gagner un certain nom auprès de quelques personnes, tu sais. Et en fonction après des demandes d'opportunités, tu connais du monde, tu rentres dans des clubs, ça se passe bien, tu as la possibilité de sauter après encore. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé chez moi. Et pour rebondir sur la jeunesse, tu as dit tu es à cette époque-là un des entraîneurs les plus jeunes. Comment tu arrives à l'obtenir, cette crédibilité? Moi, je dirais, le premier, c'est ce que tu es capable de montrer sur un terrain, quoi. Ça veut dire ta compétence. Au tout début, ça passe par là. Si tu n'as pas été un ancien joueur, donc moi, j'étais un joueur, j'ai fait 3 ans pro, mais ça n'a pas d'impact, on va dire, d'un point de vue de crédibilité vraiment. Ok, donc je peux pas dire que je suis un ancien joueur, même si j'ai connu les terrains. Donc, ça peut que passer par ta compétence dans le coaching, dans tes idées de jeu, dans ta manière de t'entraîner, dans ta manière avec laquelle tu vas manager les gens qui sont en face de toi, quoi. C'est ces 3 choses-là qui te permettent d'avoir crédibilité. Et au début, il y a des tests, ça fait partie. Faut le savoir, ça, bien évidemment. Et du coup, ton style de jeu,
que tu veux mettre en place, toi, comment tu l'axes principalement? Tu veux dire maintenant ou au tout début quand j'ai Au tout commencé? début. Bah, au tout début, il est très très influencé par ce côté ici Portugal espagnol, donc possession, tu sais, 4-3-3, beaucoup porté vers l'avant, garder le ballon, on ne t'enlève pas, on va presser haut. Parfois même, je dirais, maintenant avec le recul, avec un manque de verticalité dans les intentions, ok, un manque de verticalité dans les intentions, vraiment. Donc je dirais, il est porté vers là, quoi. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce podcast, c'est les choix que vous, les entraîneurs, vous faites parce que, en fait, c'est à la fois des choix de vie et des choix aussi de projet. Et souvent, il y a des choix qui sont un peu inattendus pour le grand public, pour moi. Mais toi, ton choix, tu vas avoir un choix de partir du Portugal pour Ouais. aller en Iran. Ouais. Mais il est très simple à t'expliquer. Il se fait comment? Bah, il est très simple en fait. Bon, déjà, la raison pour laquelle, il faut savoir que bon, je suis pas ancien joueur, je suis jeune, on m'a rien donné, donc il faut creuser dans la vie, ok. Et tout simplement, c'est l'aspect financier qui me motive. Je suis jeune à l'époque, hein, je suis jeune. C'est l'aspect financier, la première chose qui me motive, c'est ça, ok. Et en même temps, bien évidemment, tu sais que quand tu ouvres la porte de l'étranger, tu t'ouvres d'autres possibilités, ok. Donc en fait, si tu as l'aspect financier, tu sais qu'en même temps aussi, tu dis, en ouvrant cette porte-là, je peux m'ouvrir l'étranger dans d'autres portes que tu sais pas lesquelles. Tu sais pas lesquelles à l'époque. Mais tu sais que tu peux ouvrir. Donc, tu prends le risque. Et quand tu es jeune, bah, tu calcules pas trop, quoi. Hein. Tu calcules rien, même, je dirais. Tu y vas. Mais du coup, le club en Iran, j'arrive pas à prononcer le nom du club, donc C'est Nassagi, je vais éviter de Mazemdar. le dire pour l'erroner. Mais comment ils te contactent? Enfin, comment ça se fait Eh ben, écoute, c'est un agent. C'est un agent. Il faut savoir, donc, je pense que c'est en 2014 ou en 2015, quelque chose comme ça. Si tu veux, c'est après une montée. Donc, je suis en deuxième division au Portugal, en 2012-2013. Et ça se passe très bien, on monte en D1, ok, en première division. Et si tu veux, à l'époque, c'était assez historique pour deux raisons. La première, c'est que le club n'avait jamais connu la première division dans son histoire. Et en plus, même en D2, je pense qu'ils avaient que 3-4 ans de D2. Donc, c'était assez impactant dans le monde du football. Donc, ça m'avait aidé énormément, d'un point de vue crédibilité. Et deuxièmement, avec la personne avec qui j'ai travaillé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, lui, de crédit en football national. Je pense il avait fait pratiquement déjà quinzaine de clubs, si tu veux, et beaucoup de D1. D'ailleurs, des bons clubs de D1. Et donc, ces deux choses-là me donnent la crédibilité. Et de là, après, quand je continue pas dans ce projet-là, donc il y a un agent qui est au courant de la situation. Et il sait que je suis libre. Et à ce moment-là, il me propose de connaître un coach qui allait rentrer en Iran. Ok. Et de là, donc, je vais rencontrer la personne. Ça se passe très bien. On passe quelques jours ensemble. Enfin, on se rencontre quelques fois. C'est comme ça que je veux te dire. Et de là, ça se passe bien. Et puis, il me dit, écoute, je vais rentrer là-bas, en Iran, donc. Je voudrais savoir si ça t'intéresse de venir avec moi. Et moi, avec mon esprit aventurier, comme d'habitude, je calcule pas trop et j'y vais. Alors, à l'époque, c'était pas facile parce que j'avais ma femme qui allait rester ici. Et j'avais mon deuxième enfant qui venait de naître. Donc, c'était pas une décision assez facile on va dire aussi facile que ça à prendre. Mais les deux aspects que je t'ai dit auparavant, l'aspect financier et l'aspect d'ouverture de porte, me fait accepter, quoi. le football en Iran, c'était comment? Je dirais la première chose, je sais pas si les gens le savent ou si toi tu le sais, Elliot, mais ils sont très capables techniquement. D'un point de vue technique, ils le sont très, très capables. Après, j'ai envie de te dire, en termes de discipline, ce que tu demandes, c'est ce qui est fait. Ok. Ça, ils l'ont. Après, c'est la compréhension du jeu et tout ce qui est, enfin, je te dis à l'époque, hein, tout ce qui est la compréhension du jeu, tout ce qui est l'aspect tactique, on va dire, ça demandait plus de travail. C'était un peu plus dur d'intégrer certaines choses. Et après, bien évidemment, quand tu vas dans une culture qui est différente, forcément, il y a des questions d'adaptation. Je le dis de ma part et de la part du coach, bien évidemment aussi. Et donc, il t'emmène à des défis très intéressants, on va dire. C'était quoi, du coup, tes principaux défis là-bas, toi, que tu as eu? Des choses très simples qui peuvent te paraître banales, mais par exemple, les horaires d'entraînement, des routines qu'ils ont comme par exemple, l'intégration
d'aller en salle de sport pratiquement 2 fois par jour ou ce genre de choses, tu sais, et sans forcément. Alors, c'est pas la question d'aller 2 fois par jour, hein, c'est la question des timings, quand est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Et là, c'était un peu, on va dire, à l'état sauvage, si tu veux, à l'état un peu non contrôlé. Donc, c'était ça, c'était aussi un des défis. Et puis après, c'était d'un point de vue tactique, bien évidemment. Ça veut dire que la compréhension du jeu fait en sorte que toi, tu parles une langue et eux peuvent parler une autre. Et donc, c'est là, il faut rencontrer faut se rencontrer, quoi, de ce point de vue-là. Et Toi, c'était en là. Lyon, c'est un passage assez express, assez court, mais tu vas quand même avoir des bons résultats avec le club. Comment tu juges ton expérience là-bas? Très positif, Elliot. Très positif. Elle a été, bah, pour être sincère, d'un point de vue des objectifs que je m'étais tracés, d'aller là-bas, bah, j'ai réussi, quoi. Voilà. On a réussi, mais j'ai réussi d'un point de vue personnel, dans le sens où les 2 points que je t'avais dit, financiers, oui, ok, mais celui d'ouverture de porte surtout. Parce que ça m'a permis de connaître certaines personnes, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses qui, alors, j'ai envie de te dire, m'ont préparé après, quand je suis sorti plus tard pour aller en France, même si c'était mon pays, on va dire, où je suis né. D'un point de vue professionnel, c'est pas un monde que je connaissais, on va dire. Et juste pour revenir une dernière fois après, avant d'enchaîner sur ton retour en France, aujourd'hui, enfin bientôt, il y a la Coupe du Monde des clubs qui va commencer. Pour nous, en Europe, on la critique pas mal, mais dans les autres continents, on s'y intéresse énormément. Toi, est-ce que déjà, comment tu vois le développement du football en Asie et comment tu vois cette compétition qui va émerger? Mais écoute, pour répondre à ta première question par rapport au football en Asie, écoute, le football en Europe ou que ce soit même en Amérique du Sud, ok, les deux, on va dire, restent quand même solides par rapport à l'Asie. Ça, il n'y a pas de doute, ok, je pense, du moins. Mais qui se développe parce que si tu prends, et je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, tu allais là-bas, tu allais voir le football, c'était quand même très différent, ok, très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Notamment maintenant, tu as eu déjà d'une introduction de beaucoup d'argent dans ce marché-là. Et donc, beaucoup d'argent veut dire des coachs avec de la compétence, veut dire des joueurs avec beaucoup de compétences capables. Et donc, de là, ça fait élever le niveau, bien évidemment. Donc, je dirais qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, pour moi, c'est assez clair. Il y a une évolution de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu aussi une volonté, on va dire, même je peux te dire, une volonté politique de ce point de vue-là. Ok, donc on s'en rentre dans ces détails-là, mais il y a une volonté politique qui fait augmenter l'argent qui circule dans le milieu. Après, le mondial en lui-même, pour moi qui est un passionné du foot, écoutez, il y a plus de matchs, il n'y a pas de souci. Hein, je le vois, il n'y a pas de... Moi, plus de matchs, je vois, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais très bien ce qui est faire énormément de matchs pour les joueurs, pour les entraîneurs, alors qui à l'extérieur se dit ça reste du football, ça reste un jeu et tout, mais ça demande beaucoup d'efforts, ok. Même si les gens sont très bien payés, il faut comprendre tout ce genre de choses. Mais je sais qu'est-ce que ça peut représenter. Mais je suis pour qu'il y ait ce genre de compétition. Pour moi, c'est intéressant que tu puisses réunir tout le monde du football de manière globale et que tu puisses rentrer en compétition. C'est comme ça que je le ressens. Dans ta carrière, il y a une rencontre qui va être importante et qui va engendrer ton retour en France. C'est celle avec Alain Casanova. Comment vous vous rencontrez la première fois? Tu as dit important, et là, je vais dire, pour moi, elle est décisive même. Elle marque ma carrière, si tu veux. C'est ce qui l'a changé. J'ai eu quelques moments très importants, ça c'est vrai. Je t'en ai déjà parlé de quelques-uns. Mais je te dirais que celui-là, il a été, ce moment-là, il marque ma vie. Donc, comment je le connais? D'une, une volonté de ma part de vouloir sortir du Portugal, ok, d'aller travailler ailleurs. Donc, tu vois, j'avais eu le fait d'avoir connu l'extérieur m'avait donné envie de sortir. Je voulais connaître. Et pourtant, j'avais tout fait pratiquement en France, au Portugal jusqu'à présent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était que je voulais travailler avec quelqu'un. C'était ça aussi que je m'étais donné comme objectif, travailler avec quelqu'un avec qui il y avait une identification d'un point de vue de méthodologie, de travail. Ok. Et donc, et de là, on va dire, j'ai eu la possibilité de rencontrer à l'époque son préparateur physique. Et de là, il a fait le lien. Et quand il a fait le lien, je me suis rencontré avec lui. Et ça matchait direct, quoi. Directement. Très direct. Il pourra te le dire personnellement, peut-être un jour.
Mais je vais le voir à Madrid, si tu veux. Et je me souviendrai toujours. Hein. Je vais le voir à Madrid, je pars là-bas quelques jours. Je le rencontre. Et je pense donc on s'est rencontrés quelques fois, mais je pense que la première fois, la première fois que je le vois, je me dis dans ma tête, c'est avec lui que je vais travailler, zéro doute. Et je pense que dans un coin de sa tête aussi, il doit se dire c'est avec lui aussi. Parce que je pense que c'est la deuxième rencontre après, à la fin, je pense. Il me dit que ça sera avec lui que si je suis disponible, quoi. Après, avec lui, bien sûr que j'étais disponible. C'est pour ça que j'étais là-bas. Cette alchimie, il va faire qu'en juin 2016, tu vas rejoindre le RC Lens. Ton rôle, il va être axé sur la méthodologie du coach. J'ai noté ça parce que c'est important, je trouve, d'en parler. J'ai notamment lu une interview, c'était sur le site du RC Lens, mais qui a été reprise, où tu parles de ça, de la méthodologie. Déjà, tu peux nous définir ce que c'est comme rôle? Donc à l'époque, je rentre exactement comme tu viens de te dire, responsable méthodologie là. Comme je le dis, je crois, dans l'interview, je dis quelque chose de ce type-là, où je dis c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup en France. Exactement. Hein, c'est comme ça que je le dis, hein, je Ouais, pense. exactement. Et c'est la réalité, du moins. Je me souviens même que quand j'arrive, les gens savent pas très bien qu'est-ce que ce garçon vient faire ici. Dans le sens où ce rôle n'était pas très connu, ou pas connu du tout, on va dire la vérité. Du moins où j'étais, quoi. Voilà. Donc en fait, le responsable méthodologie, c'était tout simplement, maintenant ça paraît simple, mais à l'époque non, c'était quelqu'un qui était responsable de la logique avec laquelle tu t'allais t'entraîner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les exercices, le choix des exercices, l'espace avec lequel tu vas t'entraîner, le temps avec lequel... Donc ça, faut être en lien avec le préparateur physique à l'époque, voilà. Donc c'est tout ce qui concerne en fait la logique de t'entraîner. Exercice, espace, temps, consignes, voilà, tout ça. Et puis après, bien évidemment, tous les aspects tactiques qui sont intégrés dedans, qui sont dedans, quoi, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle, c'est un peu un rôle de coordination sportive, mais plus sur le terrain que dans les bureaux? J'avais jamais réfléchi à ça, Elliot, mais pourquoi pas? Ça peut être, on peut dire, ça peut être quelqu'un qui coordonne. Non, je dirais comme le coordinateur, ça reste comme le coach, Elliot. Hein. Parce que c'est quand même celui-là qui va, on va dire, parce que c'est lui qui est au-dessus et qui coordonne, on va dire, ma personne, le préparateur physique, les autres adjoints, le gardien. Donc, je dirais que le coordinateur sportif, si tu vas à l'intérieur d'un star, reste quand même le coach. Mais c'est vrai que dans cette position-là, tu peux être, et tu es appelé à aller, faut que tu ailles auprès de l'entraîneur des gardiens, auprès du préparateur physique pour que la chose ait du lien, bien évidemment. Hein. Par rapport à ses objectifs physiques, il faut que ça soit en lien avec toi, tes objectifs tactiques. Et voilà, donc tout ça, il faut que ça soit en lien. Donc je dirais un petit coordinateur sportif, mais pas le coordinateur sportif, ça reste le coach. Ça, c'est sûr. À Lens, ça se passe comment dans ce club qui est un grand club français? Un très grand club français. Très grand club, très belle expérience. Vraiment, très belle expérience. Et encore, pour te dire ça, des années après, je suis retourné là-bas. Donc, en tant que supporter, je me suis mis dans la tribune, j'ai vu quelques matchs, mais en tant que pur supporter, complètement seul. Donc, c'est pas que j'ai été en visite ou voir du monde. Non, non. Purement seul, dans le COP. Dans le COP, dans la tribune. Complètement seul, en train de regarder un match du RC Lens parce que ça me donnait du plaisir, par exemple, d'être à Bollaert. Ok, que ça soit les fameux corons qui sont chantés, que ça soit l'ambiance et comment ça pousse l'énergie positive. Donc, c'est un club qui m'a marqué de ce point de vue-là. Donc, et en plus, c'est ma première expérience dans le pays où moi je voulais travailler. Ok, donc c'était, je vais pas dire c'était un rêve accompli, mais oui, dans le sens où quand même, oui, même si mon rêve c'était la Ligue 1, mais d'arriver en France, parce qu'à l'époque, Lens c'était en Ligue 2, c'était quand même quelque chose, c'était un exploit pour moi, un exploit personnel, et j'étais vraiment très content de pouvoir y arriver, voilà. Et en plus, ça m'a pas du tout déçu d'être là-bas. Le club a vraiment enchanté, vraiment. Top. Bah surtout que la première saison, vous avez des bons résultats, vous finissez 6e, donc c'est plutôt pas mal pour une première année. Elliot, non, dans le sens où il fallait qu'on monte. Ok, dans le sens où il fallait qu'on monte. Sincèrement, je vais te dire la vérité. Je sais pas si tu as été regarder comment ça s'est passé, mais tu as vu tout ça. Donc en fait, on est en lutte. Donc je pense qu'en avril, pour retourner un tout petit peu, on est premier. On va gagner à Reims 0-2, je me souviens toujours. Et donc de là, je pense qu'en avril, on termine le mois d'avril par là premier.
Ou on est au mois d'avril, on est premier, quelque chose de ce type-là. Donc pour nous, on est dans les objectifs, c'était être dans les 2 premiers. Et de là, ça se passe mal, les derniers matchs. Mais on arrive quand même au dernier match avec la possibilité de monter. Donc on gagne ce match, on est en train de le gagner, on va le gagner. Et je pense que dans les dernières 10 minutes, quelque chose comme ça, on monte directement. Dans les dernières 5 minutes, on est 3e et on va devoir faire le play-off. Et dans la dernière action de ce match Reims-Amiens, je crois, c'est ça. Amiens, il marque le 1 partout et il nous met hors de la montée, quoi. Donc, malgré le fait que ça m'a fait, on va dire, souffrir énormément cette soirée-là, je me souviendrai toujours. Mais ça a été pour moi, ça a été une saison qui m'a marqué, quoi, même si ça se termine pas comme j'aurais voulu. La seconde saison, elle va être plus compliquée. Très Les dur. résultats, ils vont être négatifs, on va dire ça comme ça. Toi, tu le vis comment, du coup? Ah, je le vis mal, c'est sûr. Je sais qu'un coach, non, t'es toujours un compétiteur. T'es un compétiteur, t'as des objectifs que tu veux atteindre. En plus que tu n'avais pas réussi à atteindre la première saison, donc on voulait les atteindre la deuxième saison. Et on commence la deuxième saison, on commence très mal, avec des défaites. Et de là, on se fait limoger, quoi, tout simplement, pour aller direct au. Voilà. Donc on se fait limoger, donc ça, on le vit mal, hein, bien évidemment. Mais je tiens à te dire que ça a été un passage qui m'a marqué, quoi. Qui m'a marqué. Vraiment? Ouais, qui m'a marqué. Je te dis, dans combien de clubs tu vas en tant que supporter te mettre dans la tribune tout seul, hein, tout seul. Donc, on t'a pas invité, t'as été acheter ton billet tranquille. T'as fait ce que t'avais à faire pour un billet, quoi, du moins. Et puis tu vas te mettre dans la tribune tout seul. Des années après, je pense, je sais pas, peut-être 3 ans après, je sais pas. Je me souviens plus très bien, 2-3 ans. Donc, c'est parce que ça m'a marqué positivement, sinon je retournerai pas, quoi. Il y a aucun doute par rapport à ça. Par la suite des choses, tu vas suivre le coach Casanova à Toulouse avec le staff. Quand vous êtes présenté dans la conférence de presse, et Alain Casanova, il va vous présenter, il va insister sur la complémentarité que vous avez tous au sein du staff. Comment vous travaillez concrètement? Je t'avoue, je me souvenais plus qu'il avait dit ça, mais je te crois, je te crois, parce que je le vois bien dire ça. Donc c'est vrai qu'on était complémentaires dans le sens où, même si je trouve on était complémentaires, mais en même temps il y avait des choses beaucoup de choses même, qu'on était liés, qu'on voyait les choses de la même manière, qu'on sentait les choses de la même manière. Donc je pense qu'il parlait de complémentarité dans le sens où, dans le côté tactique de la chose, dans le côté entraînement avec lequel j'aimais beaucoup prendre les choses en main aussi. Je te dis, prendre les choses en main en termes d'organisation, ça que je veux te dire. Attention, parce que Monsieur Alain Casanova, c'est quelqu'un qui a une énergie énorme. Et donc, qui, sur le terrain, il va te prendre la chose en main et puis il va te secouer, on va dire, le groupe et puis il va prendre de la place. Mais c'est vrai qu'on était complémentaires d'un point de vue tactique, complémentaires surtout d'un point de vue aussi d'entraînement. Et puis après aussi, comme j'aimais bien la question de tout ce qui était vidéo, je me sens très à l'aise de ce point de vue-là, tu sais. Tout ce qui va être parce que ça, c'est une chose que j'apprécie. Je suis toujours il y a toujours 2 personnes avec qui je m'entends très très bien dans un staff. Je suis très proche. C'est le préparateur physique ou les préparateurs physiques maintenant, et le côté département d'analyse. Et c'est 2 départements auxquels je suis très proche à chaque fois. L'un plutôt pour le côté, on va dire, entraînement, terrain, et l'autre pour la question préparation de meetings, de vidéos, ce genre de choses. Donc, comme je suis à l'aise de ce point de vue-là et j'apprécie beaucoup, je pense que si, il devait se parler de ça, éventuellement, cette complémentarité de ce point de vue-là, je pense. On va pas revenir sur toutes tes expériences avec Casanova, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que toi, tu vas le suivre. Enfin, vous allez continuer à collaborer ensemble à différentes expériences. Comment c'était vraiment un coup de foudre tactique? Moi, c'est plus que ça, hein, c'est plus, Elliot. En fait, je te le dis, c'est quelqu'un qui marque ma carrière. Et donc, qui me connaît sait très bien que j'ai toujours beaucoup ce côté loyal en moi. Voilà, si tu m'as donné la main, je vais avec toi jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Et lui, c'est ce qu'il avait fait en me donnant cette opportunité en 2016. Ça m'avait marqué. Et de là, pour moi, il y avait, même si, tu sais, de temps en temps, tu
tu as des gens qui t'approchent, un club, un autre coach, même un agent propose une situation. C'est quelque chose de courant, d'assez fréquent. Et pour moi, je voulais rien écouter, je voulais rien savoir. Rien savoir. Moi, c'était avec Azor. Et pour te dire, il y a une période où on ne trouve pas de club immédiatement. Et aussi la période Covid au milieu de tout ça, si je me souviens bien. Ouais, entre Lausanne et Toulouse, il y a les périodes Covid. Donc assez particulière pour tout le monde. Et il y a une période où, si tu veux, lui, il avait des possibilités d'aller travailler dans différents clubs. Il n'a pas accepté. Je me souviens très bien de quelques expériences qu'il a refusées. Et moi, il était hors de question du fait d'aller. Même s'il refusait, et moi, j'avais une opportunité d'y aller dans d'autres situations. Pour moi, je bougeais pas, quoi. Tant qu'il a pas, j'y avais pas. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'envisageais à l'époque. OK ? Et d'ailleurs, quand on termine Lausanne, pour te dire, une fois qu'on a fini Lausanne, j'ai l'opportunité de partir. Lui aussi, il choisit de pas y aller. Et je reste avec lui jusqu'à ce qu'il me dise. Et c'est comme ça, il peut te le confirmer. Il m'a dit, attends, maintenant, c'est à toi de continuer ton chemin. OK ? Parce que moi, je vais m'arrêter jusqu'à ce que il me faut quelque chose qui me motive vraiment. C'est quelque chose comme ça qu'il me dit. Il me faut un challenge parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a une énorme carrière derrière lui avec je sais pas combien de matchs de Ligue 1 en tant que joueur, en tant que coach. OK ? Et il fallait quelque chose qui le motive intérieurement. OK ? Et donc, il me dit, choisis et fais ton chemin maintenant. Voilà. Du moins pour la saison prochaine et tout. Il a fallu qu'il me dise ça. Et même quand il me le dit, je suis en train de, on va dire, de un peu discuter avec lui par rapport à cette situation. Donc, je l'ai pas pris immédiatement. Bon, OK, j'y vais direct. Non, on en a encore parlé. Et, mais bon, de là, après, je fais mon chemin, effectivement, sans lui. Et je suis toujours en contact avec lui. Toujours. Est-ce que le fait d'être loyal envers Alain Casanova, ça t'a fermé des portes que tu aurais pu prendre? Ouvrir. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement, je vois. Je tiens à te dire que le fait de l'avoir fait comme ça, il y a que comme ça que j'envisageais. S'il y a des clubs que j'aurais pu aller, ouais, peut-être, éventuellement. Mais en fait, j'ai calculé même pas ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est avec lui que j'ai été très, très heureux. Si tu veux, c'est travailler avec lui que j'ai été très heureux. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc, pour moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme une décision et je la reprendrai 100 000 fois s'il faut. C'est comme ça que je me sentais bien, si tu veux. Donc, si j'ai fermé des portes avec d'autres, j'ai ouvert la porte. Pour moi, elle comptait plus. C'était la porte d'être avec lui, quoi. Voilà. Et du coup, ça se passe comment le moment où il dit vas-y Jonathan, émancipe-toi, prends les rênes, ça se passe comment? Faut, on va dire, réorganiser tout dans ta tête, on va dire. Faut réorganiser un peu tout. Et de là, j'ai commencé à rentrer en contact. Donc alors, quand il me le dit, si tu veux, on est déjà dans une période, si je me souviens bien, déjà un peu au mois de juin. Il faut savoir que mi-juin, dans le football, c'est déjà un football professionnel. C'est déjà très dur. Et donc, je commence à rencontrer du monde. Et il y a une personne qui me présente, on va dire, j'ai l'opportunité de présenter un directeur sportif. Voilà. Parce que, en fait, ce directeur sportif-là cherchait un profil adjoint dans son club. Et donc, c'était à Molenbeek, au RWDM. OK ? Et le directeur sportif, à l'époque, c'est Julien Gourgus, qui est maintenant le directeur sportif de Dender, un club de D1 en Belgique. Et si tu veux, il cherchait un profil adjoint. En fait, c'était le coach qui cherchait, bien évidemment, Vincent Ovra. Mais c'était le directeur sportif qui était aussi en charge de s'occuper de cette situation-là. Voilà. Donc, il me met en lien. De là, si tu veux, je rencontre le directeur sportif. Et du directeur sportif, j'ai rencontré le coach. Voilà. Mais bon, pour répondre à ta question plus précisément, j'ai dû réorganiser mon réseau, activer le réseau. Et même si le timing était déjà un peu plus compliqué, mais c'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Ce que tout le monde fait, quoi, en fait. Surtout qu'à Molenbeek, ça va bien se passer. Vous allez remporter un trophée. Ouais, on est champion, ouais. Ouais, c'est vrai. C'était une saison magnifique. D'un point de vue humain, une aventure humaine, et de toi, une aventure humaine avec des gens formidables. Des gens formidables, j'ai connu de tout. Je te parle de l'ensemble du club. Hein. Ouais, c'est un beau club. De l'ensemble du club. Et c'est très rare, ça, dans le football. Très, très rare. Parce qu'il y a toujours quelque chose où tu vas moins t'identifier. C'est normal. Il y a pas de... Et j'ai envie de te dire, on vit bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais
Là, c'est une expérience où, humainement, et après, sportivement, on est champion, donc c'est l'objectif. Mais humainement, ça a été une expérience où des adjoints, en passant par les préparateurs physiques, ils sont aussi adjoints, que ça soit par les gens administratifs, les gens qui travaillent dans l'administratif, le non sportif, donc peu importe le coach, président, enfin, tout était magnifique, quoi, supporter. C'était la fusion qu'en fait, que tu voudrais toujours avoir dans un club, quoi. Ouais, la fusion qui permet en plus d'accrocher le titre et d'être... Ouais, mais cette fusion, je tiens à te dire, Elliot, parce que même au début, ça se passe pas bien. Je me souviens, les 7 premières journées, je vais te dire. Et allez, je vais te le dire, hein, parce que voilà, comme ça, tu auras quelque chose d'intéressant. Aussi, c'est que les 7 premières, je pense que c'est les 7 premières journées se passent pas bien du tout. On est 7e. Alors 7e quand tu vas être champion, et c'est la seule possibilité de monter en D1, c'est d'être champion. Faut que tu gagnes le championnat. Donc quand tu pars et t'es à la 7e journée, t'es 7e, on était au moins à 7-8 points du premier. Quand t'es à 8 points déjà, on va dire quelque chose comme ça, alors tu viens de commencer. Mentalement, c'est pas facile. Et je peux te dire que même dans cette période-là, ce que je viens de te dire auparavant, ça restait vrai. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a été champion vers la fin que humainement c'était incroyable. Non, ça l'a été au tout début. Ça a été du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, sans te citer de nom, parce que je peux pas le faire par respect, en octobre, j'ai une possibilité de sortir. Octobre, je pense. J'ai une possibilité de sortir dans un club de Ligue 1. Ok, et ça c'est pas quelque chose pour tu vends des visualisations, on va dire comme ça. C'est la vérité. J'ai une possibilité d'aller en Ligue 1 avec un contrat qui est clairement supérieur, qui est, on va dire, clairement supérieur. Sportivement parlant, c'est la Ligue 1. Ok, position d'adjoint donc être numéro 2 de ce club-là. Et peu importe, voilà comment ça s'est passé à la fin, parce qu'il faut savoir qu'au tout début, le coach Vincent Evra, il me dit, écoute Jonathan, tu as un passé, je sais que tu aimes bien la France, je sais qu'ici on est en D2 belge, faut que tu me donnes ta parole que tu partiras pas en mi-saison, quoi. Ce qui peut se passer très couramment en octobre. Tu sais que entre octobre et janvier, c'est une période où il y a beaucoup de changements. Beaucoup. Parce qu'il y a des demandes, voilà. Et donc lui, bien évidemment, avec l'expérience, il le savait, et il me le dit. Et donc moi, je lui dis, t'as pas de souci, je partirai pas. Je commence avec toi et j'irai jusqu'à la fin. Et j'ai eu un test en octobre, j'ai eu cette situation-là. Et je peux te dire que du fait, et pourtant on n'était pas bien, comme je te dis, on n'était pas bien du tout. Et pourtant, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que j'avais donné ma parole à Vincent. Et la question de la loyauté que je t'ai dit, je l'ai gardée, quoi. J'ai dit, j'ai refusé. Pourtant, je me suis entretenu pendant 3-4 jours et Vincent, il le savait, ça. Je l'avais mis au courant. J'ai dit, écoute, je vais m'entretenir par respect, mais j'ai ma décision dans ma tête qui est très claire. Et je l'avais aussi prononcé, parce que c'est le président qui m'avait, je l'avais prononcé au président que je lui avais annoncé que j'avais un club et j'allais pas, mais il m'a demandé écoute-nous, tu nous écoutes, nous on t'écoute et puis après tu prends ta décision. Donc je l'ai fait comme ça. Donc pour te dire, c'était une aventure humaine extraordinaire, au point que je de rester malgré quelque chose qui pour moi est très spécial. Le championnat belge, il évolue de plus en plus. On le voit aujourd'hui avec les différentes équipes qui portent le championnat, même si après on va parler un peu d'Anderlecht. Toi, quand tu rejoins la Belgique, tu le vois comment? Tu le vois comme un championnat tremplin pour ta carrière ou tu le vois comment? Je le vois comme je l'ai vu un peu quand je vais à une autre dimension, bien évidemment, mais je le vois en ayant la possibilité de travailler avec quelqu'un avec qui je m'identifie. Ouais. Il faut que tu saches que quand je vais là-bas, pas forcément je réfléchis beaucoup à la question du championnat belge. Est-ce que c'est un championnat qui va me servir pour aller quelque part ou est-ce que je veux rester des années là-bas ou pas? Non. Moi, ça a toujours été un peu comme ça. Je veux travailler avec quelqu'un, bien évidemment, je fais attention à ce qu'il va travailler, bien évidemment. Il faut qu'il y ait un minimum, mais ça restait l'Europe, ça restait un championnat intéressant où il y a beaucoup de talent, il est là-bas. Beaucoup de talent, faut le savoir. Et donc, je vais rencontrer Vincent et j'ai fait un peu comme avec Alain. Je suis resté là-bas en Belgique quelques jours et il y a eu une fusion, on va dire, d'idées. C'est aussi quelqu'un de très intéressant et c'est surtout ça qui me motive à aller là-bas. En fait, avoir la possibilité de travailler avec quelqu'un avec qui je m'identifie, footballistiquement parlant,
Et puis après, même humainement. C'est ça qui me motive. Je pense que c'est ça qui me stimule, aller là-bas. La première chose. En Belgique, en D2, pour moi, je trouve que c'est un championnat très... Enfin, déjà, la D1, elle est très intéressante, mais la D2, elle est aussi intéressante. Il y a des clubs comme toi avec Molenbeek, il y avait la Louvière l'année dernière qui va monter en D1. Il y avait Beveren aussi qui était allé à notre époque. Il y avait Beveren et Beerscott. C'était les 3 équipes qui étaient Toujours plus des proches. bonnes équipes. Tu le vois comment le niveau belge? D'une manière générale, tu veux dire? Ouais, Niveau d'une manière belge, générale. très intéressant. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Tu sais, je dis beaucoup de fois que le football en Belgique, on peut dire, se ressemble un peu au français dans le sens où tu as de la puissance. Tu as de la puissance, tu as du talent. Un talent individuel, tu en as beaucoup. Tu le vois avec les sélections, tu le vois parfaitement. Hein. Avec les sélections, avec ce qu'ils arrivent à faire. Bon, je pense qu'il y a quelques années, ils étaient même numéro 1 du ranking FIFA, je pense. En 2018. Ouais. Hein, si je ne me trompe pas. Donc, Exactement. allez, c'était numéro 1 ranking FIFA. C'est une évidence que tu as beaucoup de talent. Donc, ils en ont. Donc, j'ai envie de te dire, je le vois avec du talent. Et donc, du talent, on va dire quelque chose qui est lié à, on va dire, à la technique, qui est toutes les choses qui est lié à ta capacité de lire le jeu, oui. Mais aussi, ils ont le côté physique qui est très présent chez eux. Ils ont beaucoup de joueurs physiques et capables. Aujourd'hui, dans le football moderne, ça t'aide. Même si tu le vois encore, je vais te le dire, ça aussi, c'est intéressant. Tu le vois encore hier avec la finale Portugal-Espagne. Eh ben, c'est pas forcément les 2 pays de puissance physique. OK. Mais ça aide. OK. Ça aide. Et ça, ils l'ont en Belgique. Donc, je le vois comme un football très intéressant. Tu le vois même par rapport au recrutement avec quelques clubs de première ligue qui vont chercher là-bas. Donc, tu le vois que c'est même Bundesliga aussi. Donc, c'est intéressant. En rejoignant la Belgique, tu vas aussi rejoindre la sélection belge des U19. Ça se passe comment, ça? Ben écoute, à la fin donc je pars de Waregem, zut. Je pars. Et le coach, il va à Dender. Donc, il m'invite à aller avec lui à Dender. Et si tu veux, il m'invite à aller avec lui à Dender. Donc, avec tout le staff qu'on avait. Donc, je m'entends à merveille. Je suis très proche d'eux, hein, que ce soit le coach, que ce soit les autres adjoints. Je suis proche. Donc, je vais avec eux. Enfin, ils me proposent d'aller avec eux. Mais moi, je décide à ce moment-là que je ne veux pas aller avec Dender, que je ne veux pas aller avec eux dans un premier temps, pour des raisons familiales. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'y vais pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que bon, avec ma famille ici, le type de contrat, on va dire, n'était pas celui-là ne me permettait pas de ramener ma famille, on va dire, de manière générale. Et j'estimais que fallait que je privilégie la famille. Voilà. Et donc après, il y a eu cette possibilité d'aller en sélection, si tu veux. Donc, tout simplement, je suis appelé à aller à quelques entretiens. Donc, les gens, ils ont su que j'étais pas allé avec Vincent. OK. Et de là, j'ai eu la possibilité d'aller faire des entretiens. Donc, je vais les faire avec une personne que d'ailleurs j'apprécie beaucoup maintenant, Luc Benstead. Si tu veux, à l'époque, c'était celui-là qui s'occupait de tout ce qui était sélection jeune, quoi, jusqu'à U19, non, même U21, même, j'ai envie de dire. Et en même temps, si tu veux, en plus, il était adjoint de Tedesco. Donc, il faisait ça. Donc ça. OK. Il avait été aussi adjoint de Martinez. Et donc, il était à la Fédé. Je pense qu'il a fait 7-8 ans, mais il est parti là déjà. Et donc, je fais les entretiens, ça se passe bien, je la prends, la sélection. Voilà. En fait, pour te faire un résumé, je prends la sélection U19. Et pour moi, c'était un défi magnifique. Pourquoi? Parce que j'avais jamais fait de sélection, que ça soit comme assistant ou comme coach principal. Donc, pour moi, c'était... Et en plus, U19, il y a beaucoup de talent, si tu veux. Beaucoup, beaucoup de talent. Et donc, pour moi, c'était un super défi. Voilà. Ça se passe comment quand tu fais tes sélections des jeunes? Parce qu'on sait que c'est assez compliqué parce que t'as pas tout le temps les mêmes. Des fois, t'as des clubs qui ne libèrent pas. Ça se passe comment, toi? Comment t'arrives à manager cette équipe? Eh ben, écoute, il faut réussir, on va dire, à être un peu diplomatique dans ce sens-là. Donc, je dirais, il faut réussir à créer des liens avec les gens, surtout avec les gens qui décident. OK. Donc, je parle des gens qui sont à la tête des clubs, OK, de la formation. Et de là, créer un lien de confiance, surtout.
confiance ou eux, ils peuvent avoir confiance dans ce qu'on leur dit. Parce que des fois, par exemple, je te donne un exemple, il y a la question des gestions des minutes à cause de la fatigue et tout ça. Voilà, ou des blessures. Peut-être qu'il peut pas faire le premier match parce que si tu veux, beaucoup de fois, tu as une période internationale où tu as 2 matchs. Premier match, peut-être qu'il peut pas le faire, mais d'ici 3-4 jours, peut-être que ça peut le faire le deuxième. Donc, il faut qu'ils croient en ce que tu dis, il faut que tu prends ce qu'ils disent. Et donc, c'est vraiment la création de liens de confiance entre clubs. C'est très, très important entre club et fédération. Mais en fait, entre toi et eux. Ça se passe comment? Du coup, la sélection. Bah, très bien, elle est courte. Si tu veux, donc il faut savoir, pour aller au championnat d'Europe, tu as 2 qualifications, 2 périodes de qualification. On arrive dans un premier temps, si tu veux, on a la période de matchs amicaux où il te faut, en fait, c'est créer ton groupe. C'est une création d'un groupe, en fait. Donc là, il faut que tu vois le plus de joueurs possible pour que tu sois sûr, on va dire, de quel est ton groupe. Et après, de là, bah, tout simplement, tu vas créer ton groupe. Et on a réussi à se qualifier. Donc, ça a été énorme dans un groupe où il y avait l'Angleterre. Et donc, c'était très bien. C'était une très belle expérience parce qu'en fait, le principal objectif, c'était clair, c'était d'arriver au championnat d'Europe et par ça, il fallait se qualifier, quoi. Et on l'a fait. Donc, ça a été avec un groupe magnifique. En plus, on l'a fait qu'au dernier match parce que tout était possible, même pour l'Angleterre, c'était pas forcément résolu. Donc, ça a été décidé vraiment qu'à la fin pour les 4 équipes, tout était possible jusqu'à la fin. Et donc, allez, ça a été très bien. Très belle expérience. Quand on est en Belgique et que l'un des plus grands clubs belges, il contacte en direct, c'est impossible de ne pas répondre. Bah écoute, ça s'est pas fait aussi rapidement que ça. Ils m'ont contacté, si tu veux, bah, je pense début novembre, si je me souviens bien, Elliot. Début novembre. Et ça s'est pas fait directement parce ils m'ont contacté avant la qualification. Ok. Donc moi, j'ai dit, D'abord, tu fais l'objectif c'est que la qualification, je la fais. après, N'importe qui m'appelle, je fais la qualification. Donc ça, c'était une certitude, quoi qu'il arrive. Donc entre-temps, je me suis entretenu avec le coach, avec le club bien évidemment, mais que le coach aussi a fait plus précisément. Pendant quelques temps, ça s'est pas fait comme ça, on va dire, à la va-vite. Ça a pris un peu de temps. Et après quelques entretiens, bah écoute, j'ai accepté, quoi. Même si après, je leur ai dit, je fais la qualification. Et je le savais avant, je partais en direct avant la qualification, je le savais. Je peux te le dire. Et au bout du mois, dans ma tête, oui. Et de là, après, je pars, quoi. Fin novembre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est début décembre je l'avais noté que t'es annoncé dans le staff. C'est ça. Tu la vis comment cette saison, toi? Écoute, pour moi, c'était l'opportunité, si tu veux, d'aller dans un grand club. T'es dans un grand club formateur, un club qui a une histoire, voilà, le plus titré de Belgique. C'était une expérience de travailler avec un coach avec qui aussi, encore une fois, je te dis, je fais toujours un peu ce choix de faire attention, je fais beaucoup attention à cette question-là, de travailler avec du monde avec qui je m'identifie. Je te l'ai déjà dit au moins 3-4 fois pendant l'entretien, là, mais parce que c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, même parce que les gens, beaucoup de fois, tu as cet entretien et tu penses, ou les gens pensent, que c'est l'autre côté qui te choisit. Tu vois, dans un premier temps, c'est vrai, c'est eux qui te choisissent. Mais après, toi aussi, c'est à toi de dire voir oui aussi. ou de dire non, quoi. Attention, tout dépend. Est-ce que tu peux dire non? Il ne s'agit pas de se prendre pour un autre Ouais, et de dire que moi, je choisis. Non, c'est pas ça. Quand je te dis une fois, il y a quelques fois, j'ai pas pu choisir, c'était comme ça. Parce qu'il fallait que je travaille et ainsi de suite au tout début de ma carrière. Donc, il ne s'agit pas de faire le... Mais c'est aussi, quand tu as cet entretien, de voir si, vu que j'étais en poste, moi, j'avais la possibilité de choisir, j'étais bien. Alors, allons voir si la personne avec qui est en face te convient aussi, même si le club c'était un grand club. Et ben, j'ai aussi cette opportunité de travailler avec quelqu'un de très bien, David Hubert. Je tiens à le dire. Quelqu'un de très bien, humainement, tactiquement aussi. Très intéressant. Un jeune coach. Et donc, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait une très bonne entente entre nous deux. J'ai rencontré un staff avec qui je connaissais déjà le préparateur physique et l'entraîneur des set pieces, donc des phases arrêtées. Ok. Et donc, je connaissais déjà un peu de monde dedans, donc ça a été, on va dire, un peu plus facile. D'habitude, c'est pas toujours comme ça, on va dire. Et voilà, quoi. Donc, ça s'est bien passé. Écoute, je l'ai vécu comment? Je l'ai vécu, on a fait une finale de la Coupe, Elliot. Donc, jusqu'avant la finale, j'étais content, on va dire. Après, une fois que tu as perdu la finale, on a perdu contre Bruges. C'était quand même un des objectifs, gagner la Coupe.
un peu déçu, bien évidemment. Déçu, triste, c'est sûr. Mais une expérience enrichissante, ça c'est sûr, parce que tu as la pression, tu as la ferveur, tu as la dimension d'un grand club, avec toutes les problématiques qui sont dans ça, quoi. Voilà, qui sont liées à ça. Et évidemment, que tu ne rencontres pas dans des clubs d'une dimension inférieure. Là, tu rencontres un peu tout ça. Et donc, très enrichissante, encore une fois de plus, où j'ai pu grandir, quoi. Cette année, surtout, elle a été marquée par des changements au sein du club. C'est un club qui est en transition depuis 2-3 années. Comment, toi, tu vois cette transition du club? Bah écoute, je la vois comme un club qui cherche à se structurer de la meilleure manière pour accompagner le rythme de Bruges et de l'Union. Ok. Je dis de Bruges dans le sens où aujourd'hui, dans les 10 dernières années, c'est eux qui sont dominants. C'est une certitude. T'as l'Union qui utilise très très bien ses moyens. Ok. Je trouve qu'ils optimisent ses moyens. Qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais ils les optimisent très très bien. Ils ont même été champions cette année. Et donc, je trouve que Anderlecht tente de structurer, et ça passe par les changements qu'ils sont en train de faire, effectivement. Donc, ils tentent de chercher la structure qui leur convient le mieux pour performer. Et en fait, je dirais rivaliser avec les 2 autres clubs que je viens de te dire. Même avec Genk, j'ai envie de te dire aussi, je peux intégrer dedans. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Bah, ils sont très clairs. C'est continuer à travailler dans des projets avec lesquels je m'identifie. Donc, c'est les personnes, ça va être les idées qui sont intégrées dans ce projet-là, c'est les ambitions. Mais je veux continuer à me sentir bien dans ça parce que je veux en faire de ça ma passion, si tu veux. C'est ma passion, donc je vais vraiment la vivre comme une passion, pas comme un travail où tu es là et puis tu travailles parce que oui, tu suis dans le football, mais je m'identifie pas avec le projet ou avec la personne, avec les ambitions. Donc, je veux continuer à faire ça, comme ça. Je dirais continuer dans des clubs qui me permettent d'avoir des ambitions. Voilà. Gagner des trophées. Gagner des trophées, c'est quelque chose que je veux. Gagner des trophées. Et voilà, quoi. En fait, c'est ça. Rester dans un staff ou être numéro 1, c'est l'objectif à long terme, c'est être numéro 1 ou pas? Tu vois, on me pose quelquefois cette question-là. On me la pose. Surtout qui me connaît dans ma manière de travailler, comme je peux prendre un peu de place et ainsi de suite. On peut me demander cette question-là, est-ce que tu prendras pas une position numéro 1? Je te dis pas jamais je la prendrai. C'est pas vrai. Probablement un jour, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le moment, je me vois être dans un staff, prendre du plaisir en tant que tel. Voilà. Et après, dans un futur, bah oui, Elliot, bien sûr, ça peut arriver. Et ça viendra ça vient de manière naturelle, quoi. T'as toujours un œil sur le football en Asie? Écoute, je t'avoue que j'en ai eu un pendant pas mal d'années aussi, parce que j'avais un ami à moi qui travaillait j'avais eu 2 amis à moi qui travaillaient en Chine, si tu veux. Donc, ça me permettait, allez, tu veux toujours savoir un peu comment ça se passe. Voilà. Et donc, en plus, c'était des clubs qui disputaient aussi la Ligue des champions asiatiques. Donc, bah, forcément, tu regardais un de leurs matchs. Bah, tu connais une équipe japonaise, tu vas connaître une équipe, tu vois ce que je veux te dire, d'autres pays. Et ça te permet d'avoir quand même une connaissance. Mais depuis je dirais depuis 2-3 ans quand même, que je ne regarde plus forcément avec assiduité. Là, je vais regarder le mondial. Et bah, forcément, je vais en voir. Ok. Mais pas comme avant, comme il y a des années où je regardais vraiment beaucoup. Ouais. L'objectif de ta carrière, toi, ça reste la Ligue 1? C'est mon championnat. Je le dirai toujours, les gens, ils me disent la Serie A ou la Première Ligue ou la Bundesliga. Toi, c'est la Ligue 1. Et pourtant, même si j'ai ma double culture, je suis portugais. On va dire, je me sens en tant que tel. Mais mon championnat, parce que c'est beaucoup lié à mes racines quand j'ai grandi et cette volonté d'être en Ligue 1, ok, j'ai connu tout ça, quoi. Voilà. Ça reste mon championnat. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est celui-là que j'ai comme objectif. Voilà. Avant de conclure cet épisode, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Écoute, je te dirais du bonheur et de la santé, Elliot. Voilà, c'est ce que je te souhaiterais aussi à toi et à tous ceux qui vont regarder ça. Voilà. On va conclure cet épisode. Merci à toi, Jonathan. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Elliot, c'était un plaisir. Non, moi je suis coach. Moi je
suis coach.